Bonjour à tous, ravi de vous accueillir à nouveau pour ce webinaire de Vivre et Devenir. Je me présente, Christophe Douénaud, je suis le directeur général de Vivre et Devenir et on se retrouve pour traiter cette fois de l'habitat inclusif. Le principe des webinaires de Vivre et Devenir, vous vous en souvenez peut-être, on traite un sujet d'actualité concernant la vulnérabilité des personnes. Sur l'habitat inclusif, ça représente pour Vivre et Devenir 250 personnes accompagnées à ce jour, réparties sur l'Île-de-France, 80 personnes, la Normandie, 130 personnes, et puis la région Grand Est, une trentaine de personnes. Et pour nous en parler, nous avons trois intervenants qui sont à ma gauche. Donc Marie Delarocque, qui est directrice du dispositif Habitat Côté Court basé au Havre, et également coordinatrice nationale de l'habitat inclusif pour Vivre et Devenir. Juste à côté, Patrice Auger, vous êtes locataire à la résidence au Rive de l'Ourcq à Bobigny. C'est ça. Et Yannick Launay, vous êtes auxiliaire socio-éducatif à la résidence au Rive de l'Ourcq, sur la même résidence que je viens d'évoquer à Bobigny. Rentrons dans le vif du sujet. Marie, je vous passe la parole. Dites-nous ce qui va être très compliqué pour vous de nous présenter. Voilà, c'est quoi l'habitat inclusif ? Quelle est votre définition de l'habitat inclusif? Et puis peut-être nous présenter Côté Court, le dispositif Habitat Côté Court du Havre. Pas de souci. Donc le dispositif Habitat Côté Court se situe au Havre, en Seine-Maritime. Et en fait, c'est plusieurs services articulés autour d'un service logement et qui a pour but d'aider les personnes avec des troubles psychiques à se réinsérer voilà, socialement. On a un service logement à peu près de 130 logements inclusifs, collectifs, individuels. Et après, on a articulé autour plusieurs services d'accompagnement, type service d'aide à domicile ou service d'accompagnement médico-social, voilà, pour vraiment apporter un accompagnement spécialisé aux personnes qui en ont besoin. Pour vous donner une définition de l'habitat inclusif, alors je vais rester vraiment sur une définition axée pour les personnes qui ont des troubles psychiques, parce que c'est vraiment ce qu'on connaît sur le dispositif. En fait, c'est permettre à des personnes qui ont des difficultés liées à leur maladie de pouvoir accéder à un logement sans préalable. C'est-à-dire, il n'y a pas de conditions, on peut favoriser l'accès à un logement adapté, alors en colocation ou individuel pour la personne qui en fait la demande. Et c'est à partir de ce logement, une fois qu'on a un toit sur la tête, qu'on peut penser son projet d'autonomie, de rétablissement, voilà, avec tous les services qui vont s'articuler autour. Voilà, l'idée, c'est d'accéder à la citoyenneté comme n'importe quelle autre personne, mais avec ses fragilités et ses vulnérabilités. Et donc les gens sont titulaires de leur bail, ils sont locataires. Alors, chez nous, oui, ils sont sous-locataires. Nous, on est ce qu'on appelle en intermédiation locative, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre le bailleur et les personnes pour éviter qu'il y ait des difficultés, des incompréhensions ou voire même de la stigmatisation pour certaines personnes. Mais ils sont responsables, ils sont sous-locataires, donc on leur confie ce logement. Et à partir de là, quand on se voit confier un logement, on peut travailler son projet et être fier aussi d'avoir cette responsabilité-là. Patrice, voilà, définition par Marie, opérationnellement, voilà, comment ça se passe dans la résidence? Vous êtes on a un accès au logement qu'on n'avait pas auparavant, grâce à l'association. On a une aide au quotidien par les éducateurs humainement. Et si on a un souci administratif aussi, ils sont là, ils nous encadrent, il y a des activités. Voilà, c'est un bon cadre de vie, c'est un moyen de se réinsérer et d'aller de l'avant. Et dites-nous, la résidence, c'est quoi? C'est 25 personnes? 25, oui, c'est 25 logements. Il y a 25 locataires, et tous avec leur pathologie. Et on a un peu une grande famille. Hein, personne ne se juge, tout le monde s'accepte, on s'entend bien, on se connaît avec le temps. Voilà, c'est... Et chacun a son logement et oui. Il y a un espace collectif en bas. Alors il y a un salon collectif, il y a des parties communes. Chacun doit gérer son appartement, son manger, faire le ménage, se faire à manger, faire ses courses, entretenir le logement. Chacun fait sa vie. Et puis s'il y a besoin de quelque chose, les éducateurs ils sont en bas et voilà, à notre disponibilité. Et voilà. D'accord. Alors puisque vous parlez des professionnels, dites-nous Yannick, je fais un peu le tour, comme ça permet d'avoir chacun votre point de vue pour la compréhension. En termes de professionnels, comment ça
comment ça s'organise? On a autant de professionnels que de locataires, on en a un peu moins, je crois. Je provoque un peu. Comment ça s'organise? Qui est présent? Combien de temps? C'est quoi les plages horaires? Décrivez-nous un peu ça en termes de présence professionnelle. Du coup, Patrice, il a pas mal résumé comment ça se passe la vie à la résidence. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on est 2 professionnels. Il y a une présence uniquement en semaine, en journée. C'est-à-dire que le soir, il n'y a personne. Ils sont assez autonomes pour. Le week-end également, il n'y a personne. Et donc, nous, on a un travail de régulation au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, nous, on essaye d'abord de faire socle par rapport au collectif, mais après, il y a quand même un travail d'accompagnement individuel. Donc, ça passe par de la veille, de l'écoute, mais aussi de l'aide dans les démarches administratives, comme a pu le dire Patrice. On essaye aussi de faire le lien avec les partenaires, les acteurs du parcours de soins des résidents aussi. Et puis après, plus au niveau collectif, on a d'abord des réunions collectives pour assurer une bonne entente et pour désescalader certaines situations, faire des points de situation sur la vie de la résidence. Et puis après, on anime des ateliers où parfois les résidents animent eux-mêmes les ateliers. Donc atelier cuisine, on a un jardin qu'on essaie d'entretenir, on a atelier musique, on a aussi un atelier jeux de société. Enfin voilà. Après, c'est des activités et puis de la sortie vers l'extérieur plutôt qu'on propose. D'accord. Et sortie vers l'extérieur, c'est-à-dire une partie des locataires partent sur une activité. C'est ça peut être en trafic, on part à 5 ou 6, ou en voiture, même en transport. On a fait des musées, on a fait. Voilà, là, il y a par exemple un bowling qui est prévu la semaine prochaine. Il y a une sortie au parc Astérix, voilà, suivant le nombre de personnes qui sont opérationnelles, qui sont disponibles et qui veulent participer à la sortie. Hein. Rien n'est obligatoire, mais bon, beaucoup de gens participent. Chacun, il y a une cueillette aussi pour. Une cueillette qui est organisée, il y a plein de diverses activités, il y a des ateliers de jeux de société, enfin comme il vous a dit, voilà, il y a plusieurs ateliers, ça ne manque pas d'activités si on veut s'occuper, hein, il y a pas de... Et simplement pour préciser, du coup quand il y a des sorties qui sont à l'extérieur, on demande aux résidents de financer, de s'autofinancer, et puis nous on vient compléter quand c'est nécessaire, mais sinon c'est vraiment dans une idée de responsabilisation et puis de mise face à une situation réelle économique qui veut que quand on veut faire une activité, il faut pouvoir gérer son budget et pouvoir faire en sorte d'eux, et donc prioriser certaines choses. Donc c'est aussi dans une volonté d'aller vers l'autonomisation la plus satisfaisante possible pour les résidents. Oui, ce que vous dites fait la distinction en termes organisationnels par rapport à ce qu'on peut voir dans des organisations médico-sociales. En fait, ils nous encadrent. Ils nous encadrent, ils nous poussent à l'autonomie. Ils sont là pour nous encadrer. C'est à nous de faire les choses, mais encadrer en fait. Ouais. Alors avant d'aller plus loin, peut-être Marie, il y a une étude que vous avez menée, mais avant d'aller sur ce sujet, parce que vous avez dit à Côté-Cours au Havre, il y a aussi des logiques de logement individuel. Là, on est sur une résidence, donc c'est-à-dire qu'on a 25 personnes qui sont sur une résidence. Il y en a une autre à Villepinte, hein, gérée par l'association. Il y a aussi des résidences de ce type au Havre que vous gérez. Comment ça se passe pour les personnes qui sont plus en logement individuel ou regroupé? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que nous ont dit Patrice et Yannick est comparable ou il y a des différences? C'est exactement ce que j'allais rebondir. En fait, il y a plusieurs types d'habitat inclusif. L'habitat inclusif, pour moi, c'est un habitat qui permet de travailler l'autonomie, le rétablissement. Et donc, par rapport à la pathologie des personnes, il y a plusieurs types de logements inclusifs, enfin d'habitat inclusif. Donc il y a des résidences accueil qui sont bien connues, qui sont financées. Et après, il y a une graduation. Quand on est en résidence accueil, après, on peut aller vers un logement individuel, toujours accompagné avec des services d'accompagnement. Mais il fallait aussi penser les personnes qui n'avaient pas l'autonomie pour arriver en résidence accueil, parce qu'il faut gérer un studio, il faut savoir se faire à manger, etc. Et pour autant, il y a certaines personnes qui n'avaient pas envie d'aller en établissement médico-social fermé 24 heures sur 24, etc. Et donc l'habitat, ce qu'on appelle l'habitat partagé, est aussi une marge supplémentaire dans l'accès à l'autonomie par le logement. Et l'habitat partagé, en fait, c'est des plus petites colocations, mais la vie se fait quasiment complètement en collectif. C'est-à-dire que les gens sont dans une maison de ville avec une chambre et partagent tous les repas du matin jusqu'au soir, ont un accompagnement un petit peu plus présent, on va dire, mais toujours sur des plages horaires de journée. Il n'y a personne le soir, il n'y a personne le week-end, parce qu'il ne faut pas créer de dépendance aux professionnels. Voilà. Oui, ok, ouais. Est-ce qu'on peut essayer de décaler un peu notre échange et en essayant de se poser la question, est-ce que l'impact, est-ce que
ces solutions proposées sont positives. Alors, une étude a été, vous avez mené une étude hein, sur le périmètre dispositif habitat côté court. Est-ce que voilà, quelle méthode et puis quel résultat? Est-ce qu'on est à nouveau, est-ce qu'on peut essayer d'en tirer quelques enseignements de cette étude? En 2 mots, en fait, on sentait qu'il y avait un vrai impact sur la santé déjà des personnes et leur bien-être, mais il fallait pouvoir le prouver et le quantifier aussi. Donc, Attendez, je vous coupe la parole. Ouais. Juste en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez parlé de pathologie, vous avez parlé de santé. Est-ce qu'en quelques mots, on peut qualifier les parcours? D'où viennent ces personnes? Quelles sont leurs fragilités, si elles en ont, leurs forces? Alors, sur le dispositif, c'est des personnes qui majoritairement nous sont adressées par l'hôpital psychiatrique du Havre. Et c'est des gens qui ont des troubles assez sévères et persistants, donc qui peuvent avoir une hospitalisation en psychiatrie de 5, 10, 15 ans. Parfois 17 ans. Voilà. Et leur principale fragilité, ça reste l'isolement. Et donc les risques d'angoisse liés à l'isolement qui vont favoriser une décompensation une fois seul dans un logement. Donc c'est vraiment de pouvoir anticiper ça pour leur permettre de limiter les risques de décompensation. D'accord. Et donc on est parti en lien avec l'hôpital psychiatrique parce qu'on n'aurait pas pu faire cette enquête-là sans eux, parce qu'il y a des données qui sont quand même confidentielles. Et sur les 130 locataires, on s'est aperçu qu'il y avait un impact déjà en termes d'hospitalisation en psychiatrie. On passe en moyenne de 60 à 80 jours par an à 8 à 20 jours par an. Donc on divise au moins par 3 l'hospitalisation en psychiatrie une fois que les personnes ont accès à un logement et à un accompagnement. J'espère que le directeur général de l'assurance maladie nous entend. J'espère. En termes de reprise des liens familiaux, il y a à peu près 50% des gens qui n'ont plus du tout de contact avec leur famille par des parcours de rupture, etc., de placement ou des difficultés familiales. Il y en a plus de la moitié qui reprennent des liens avec leur famille parce qu'ils sont stabilisés et que ça redonne confiance aux familles de reprendre contact. En activité sociale, plus de 50% reprennent des activités sociales et il y a un impact aussi sur le parcours en santé somatique. C'est-à-dire trouver un médecin traitant, un dentiste, un gynécologue pour les femmes, des gens qui se laissaient un petit peu, qui n'avaient pas leur santé en priorité. Voilà. D'accord. Donc un vrai impact. Et cette étude est disponible? Oui. Je pense toujours à notre directeur de l'assurance maladie. Je pense sur le site de Vivre et Devenir, sur nos pages. Voilà. Je redonne tout à l'heure la parole, Patrice, mais Yannick, par rapport à ce qu'évoque Marie, donc ça veut dire que dans les missions des professionnels de la résidence, c'est ça, c'est des accompagnements qui vont permettre de reprendre à tâche avec un médecin, d'organiser des rendez-vous médicaux, je sais pas moi, à l'hôpital, spécialisés. En fait, après, ça dépend vraiment des personnes. J'ai envie de dire, chaque cas est unique et les personnes n'en sont pas forcément au même point, au même moment. Le seul point de départ qu'on aura, nous, en tout cas, c'est qu'on leur offre un logement et du coup, ces personnes-là se rendent disponibles pour pouvoir faire un travail justement après au niveau de leurs besoins, de leurs demandes. Et effectivement, souvent quand la pathologie est assez prégnante et puis qu'il y a un parcours en psychiatrie qui a duré très longtemps, effectivement il y a un décrochage au niveau social et tout ça, il faut le retravailler ensuite une fois que la personne intègre le logement. Et c'est vrai que souvent c'est des personnes qui font passer après au second plan leur santé. Et donc il faut les raccrocher à tout ça. Et puis aussi il y a, je pense, parfois une crainte aussi du milieu hospitalier puisque c'est un milieu qui pour la plupart est vu comme plutôt maltraitant. Donc il faut aussi refaire confiance, je pense, au corps médical dans son ensemble. Et donc c'est un peu ce travail-là qu'on fait avec les personnes. Okay. Et puis même au niveau des profils que Marie a décrits, ça correspond plutôt bien, si ce n'est vraiment beaucoup, à ce qu'on peut retrouver sur les résidences finalement, dans les parcours. Oui. C'est des parcours où il y a beaucoup de traumatisme, de violence, de relations familiales discontinues ou absentes. Voilà. Oui. Patrice, est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans? Enfin, la question n'est pas de vous, la situation, mais parce que vous nous disiez qu'il y avait des liens qui se créaient avec les personnes qui résident au Rive de Lourdes. Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce qu'on évoque là, sur ce que vous pouvez entendre à droite à gauche? Il y a une stabilité médicale, un bien-être, une stabilité mentale. On peut voir l'avenir de meilleure façon, de s'organiser petit à petit, par étapes. Et puis voilà, c'est important de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir des projets et de les accomplir. Oui. Et puisque là, on évoque la résidence qui est à Bobigny, on entend souvent qu'il y a un vrai sujet de démographie médicale. On arrive à trouver
des spécialistes, des médecins quand on a besoin, des intervenants? Bah, moi, je suis suivi pas où j'étais dans mon ancienne ville. Hein. D'accord. Ils ne prennent pas de nouveaux patients apparemment dans les... Donc ça veut dire qu'on garde le lien avec Ouais. les ouais, praticiens avec on est. par exemple, je prends par exemple le cas d'un généraliste, je voulais plus proche de chez moi. Ouais. Donc avant, j'étais plus loin. Et je suis obligé de retourner là-bas quand j'ai besoin d'un généraliste parce qu'ils ne prenaient pas de nouveaux patients en fait. Donc c'est un peu, voilà, c'est comme partout, hein, c'est pareil. Après, pour rebondir, assez récemment, on a eu la chance quand même d'avoir la ville de... On est quand même aussi en lien avec la ville de Bobigny. Et on a des personnes de la ville, du service handicap de la ville qui a proposé de faire de la prévention, de la sensibilisation au niveau santé et qui offrait la possibilité aux personnes qui n'avaient pas de médecin traitant, donc bon, Patrice ne rentrait pas dans cette case vu qu'il en avait déjà un, mais de trouver un médecin généraliste traitant sur Bobigny. Donc ce qui a été fait, et on a bien un tiers des résidents qui ont pu en bénéficier. Est-ce que je peux D'accord. rajouter un tout petit mot là-dessus, mais rappeler quand même que les personnes qui ont des maladies psychiques sont quand même discriminées sur l'accès aux soins, en général somatiques, et que c'est très dur pour elles de trouver des spécialistes aussi. Et le fait qu'il y ait cet accompagnement lié au logement, ça favorise quand même, ça rassure aussi les praticiens d'accepter de prendre en consultation des personnes sur lesquelles ils peuvent avoir pas mal de préjugés. Donc rappelez que l'accompagnement au logement favorise ce type d'avancée. D'accord. Je rebondis sur ce que vous disiez, Yannick, avec deux niveaux de questions. Premier niveau de question, vous avez commencé à évoquer en fait la question des... On est sur les partenaires là. Vous avez 2 minutes pour nous lister tous les partenaires avec qui vous travaillez. Est-ce qu'il y a des grands ensembles de partenaires Vous avez dit la ville, oui. On a dit les médecins. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faut avoir en tête? Alors le plus important, je dirais que c'est le CMP, donc Centre médico-psychologique, puisqu'il y a quand même une offre de soins qui est assez importante, donc psychiatre avant tout, psychologue, assistants sociaux, infirmiers, infirmières. Voilà, donc ça permet un accompagnement. Bon, il y a vraiment beaucoup de monde dans ces centres, mais il y a une possibilité d'avoir un suivi à ces différents niveaux. Après, on a les SAMSA qui viennent aussi soutenir l'accompagnement du CMP. Donc SAMSA, c'est pour service d'aide médico-psychologique pour adultes handicapés. Donc là aussi, ils établissent un projet professionnel en plus de l'offre de soins qui est offerte et d'écoute, puisqu'il y a aussi psychologues, infirmiers, éducateurs, etc. Après, pour d'autres personnes, ça dépend après vraiment du projet de chacun. Il y a des CATTP, donc c'est les centres d'activité thérapeutique à temps partiel. Ça, c'est plus pour des personnes qui tendent vers une réhabilitation et ensuite évoluer en milieu professionnel, que ce soit protégé ou ordinaire. Donc en milieu protégé, c'est en ESAT. Donc c'est un milieu protégé pour travailler pour les personnes handicapées. Et puis on a les GEM aussi, les groupes d'entraide mutuelle, qui reprennent un peu cette même idée. Pareil, c'est pour des personnes qui sont assez autonomes. Donc globalement, ce sont nos partenaires principaux. Et la ville aussi vraiment très important. Que vous avez cité tout à l'heure. Qui permettent quand même d'ouvrir des voies d'accès après pour d'autres partenaires. Et c'est avec eux qu'on peut envisager des choses un peu plus grandes, je veux dire. D'accord. Et donc la différence entre le modèle qu'on évoque là sur la résidence aux Rives de l'Ourcq et le dispositif Habitat Côté Cour, c'est que le dispositif Habitat a dans son périmètre les logements qu'on a évoqués, mais aussi le SAMSA et un SAD. On va y revenir après si vous y voulez bien sur le SAD. Et ma deuxième sous-question, c'était quid en cas de problème. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait personne le soir, en fait, la nuit et le week-end. Il n'y a personne sur la résidence. Donc quid, qu'est-ce qui se passe si, je ne sais pas, je m'adresse à vous, Patrice. Sur le collectif, on a créé des liens, donc on a tous nos numéros, on peut s'entraider si besoin, pour quoi que ce soit, on n'hésite pas à s'entraider, il y a une chaîne qui se passe. Et en dernier recours, appeler les éducateurs si nécessaire, mais généralement, on essaye de ne pas les déranger pour rien, en fait. C'est du bon sens. Quelqu'un a besoin de quelqu'un, on l'aide. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, on l'aide et on voit comment on peut arranger la situation au cas par cas. Et puis voilà. D'accord, une logique de paire et danse, comme on aime le dire, sur la logique de... Chaque problème a sa solution. Ok, très bien. On a touché du doigt la question des SAD. Je ne sais pas si Yannick, vous l'avez cité, le SAD. Je l'ai oublié, très important, mais je l'ai oublié. Ouais, donc il y a des SAD qui interviennent sur la résidence? Pour certains résidents, il y a l'intervention, donc les SAD, services d'aide à domicile, on a l'intervention d'auxiliaire. Ouais.
Mais Ok. je vais peut-être laisser Marie en parler mieux. Je l'ai oublié honteusement. Oui. Donc, Puisque à Côté-Court, au dispositif Habitat Côté-Court, il y a un SAD qui est dans le périmètre. Oui, un SAD spécifique santé mentale. Je crois que c'est un des premiers en France à s'être spécialisé à la question de la santé mentale. Je rajouterais dans les partenaires aussi les infirmiers libéraux qui nous aident beaucoup voilà, au quotidien pour le traitement des personnes qui sont logées. La question des SAD, on est vraiment très, très partie prenante sur le dispositif parce que c'est un acteur majeur des projets en logement ordinaire. C'est un acteur majeur en termes de stabilisation. Souvent, on les oublie parce que c'est des professionnels qui ne font pas beaucoup de bruit. On les prend pour des femmes de ménage, mais elles font bien plus. Et en fait, pour moi, c'est un des premiers acteurs de l'habitat inclusif. Parce que ça fait des années qu'ils accompagnent des gens qui sont seuls dans leur logement, parfois qui sont en rupture de soins. Et les auxiliaires de vie, elles tiennent avec des gens qui n'ont plus de famille, plus de lien avec qui que ce soit. Et elles continuent à faire les courses, à faire l'entretien, etc. Donc il était important de les valoriser, enfin de valoriser les SAD dans ce virage inclusif, l'habitat inclusif. D'autant plus qu'il y a eu un gros travail de fait avec les fédérations, les associations pour faire passer un décret pour améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap pour les personnes souffrant psychiques qui en étaient un petit peu exclues. Et aujourd'hui, ils peuvent bénéficier de cette aide qui aboutit à la prestation d'un service d'aide à domicile. Et donc, parfois, avec 1 ou 2 heures de passage d'auxiliaire de vie dans la semaine, ça permet à des gens, et pas rien de plus, ça permet à des gens de rester dans leur logement des années sans qu'il y ait de problème. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire un rapport avec Andéo pour mettre en avant vraiment l'intérêt des SAD dans l'habitat inclusif et leur redonner une place dans cet environnement-là. Donc là, à nouveau, Un rapport. il y a une étude Oui. qui a été Financée par produite. la Fondation de France. D'accord. Et ok. on a collaboré avec Andéo et Micité pour essayer de voir au niveau national quels SAD étaient vraiment impliqués dans l'habitat inclusif ou coporteurs et pas simplement prestataires d'associations. Ouais, oui. Et c'est ce qui se passe en Ile-de-France sur l'habitat partagé, où il y a un partenariat avec OxyLife qui est vraiment sur une démarche Gestionnaire de coportage. SAD. Voilà, c'est ça. Avec lequel on travaille sur C'est ça. la résidence notamment. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Préparez vos questions, s'il y en a. J'ai encore une question pour Patrice, mais toujours en ayant un peu le recul des personnes avec lesquelles vous résidez. Quelle suite vous voyez? C'est-à-dire, vous voyez, voilà, c'est chez vous la résidence. Et quand je dis chez vous, les 25 personnes, hein. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont quitté la résidence? Si oui, où sont-elles allées? Est-ce qu'on a une idée? C'est quoi la suite après Il y en a qui se mettent en couple et qui partent, d'autres qui ont des projets de vie. Par exemple, il y a une dame âgée qui est partie vivre près de ses enfants pour pouvoir voir ses petits-enfants. Il y en a qui évoluent, qui travaillent, et qui ont peut-être plus besoin de la même structure pour les accompagner. Voilà, le but c'est de voler de ses propres ailes. Après, c'est un accompagnement un tremplin en fait, un tremplin vers l'autonomie. D'accord. Complète. Voilà. Et donc, bon, je sais pas. Donc, la résidence, elle a été construite, je crois, en 2018. Oui, c'est ça. 2018. Alors, vous n'êtes peut-être pas là depuis 2018. Ouais. Je sais pas, sur les 6 derniers mois, sur l'année, il y a combien de personnes sont parties? On a là 2 personnes qui sont parties. 2 personnes qui sont Ouais, parties. ouais. Une qui travaillait, D'accord. qui était en logement, enfin qui n'avait plus vraiment l'utilité de notre accompagnement puisqu'elle était déjà assez autonome, elle travaillait en milieu ordinaire depuis bien 1 an et demi, 2 ans je dirais. Donc elle a trouvé un appartement, pareil, en logement lambda et maintenant elle vit toute seule et a priori ça se passe très bien. Et puis un autre qui n'était pas adapté mais pour d'autres raisons, c'est au niveau du parcours de soins, une orientation, il y a des structures qui étaient plus adaptées pour lui, donc quand c'est comme ça, on déplace ou on oriente ailleurs. Quoi. D'accord. Puisque l'idée, c'est quand même que ce soit bénéfique et pour l'individu, mais aussi avant tout pour le collectif. Et si ça ne correspond pas, évidemment, on essaye d'orienter ailleurs. Quoi. D'accord. Et Marie, vous y retrouvez un peu là-dedans sur ces... Et à la fois rappeler qu'il n'y a pas de temporalité dans ces logements-là, c'est qu'on n'est pas obligé de partir au bout d'un moment. Et nous, à contrario, on a des gens que les premières résidences à Côté-Court, c'est 2007, et on a la moitié des premiers locataires qui sont toujours là depuis 2007. Ah oui, donc on a aussi des données Voilà. sur et qui turnover. se trouvent très bien dans ce compromis. Voilà. Ouais.
Alors, on essaye d'avoir un temps de questions-réponses. Alors, voilà, vous prenez à la volée comme voilà. Quelles aides financières touchent les locataires d'un habitat inclusif? Est-ce que ça renvoie à la question du modèle voilà. Je suis locataire, qu'est-ce que j'ai comme aide ou à quoi peuvent prétendre les personnes? Je ne sais pas qui. Ça peut être la hache, par exemple. Ouais. Ça peut être la CRAMIF, ça peut être le RSA, ça peut être... voilà, en gros, c'est ça. Hein. C'est les trois grands axes qu'on peut retrouver. L'allocation logement aussi. Oui, bien sûr. Ok. Donc, enfin, au droit commun, quoi. C'est un peu... je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut Il y a également utiliser. une aide à la mobilité. En tout cas, en Ile-de-France, les Navigos sont à prix vraiment très, très réduit. D'accord. Aussi. Donc après, selon les territoires, je ne sais pas s'il y a ça. Oui, aussi. Ouais. Des chèques énergie aussi. Mais après, tout ça, c'est évalué par la maison du handicap. Et puis, c'est eux qui, en fonction du besoin ou de la gravité du handicap, attribuent des aides ou non. D'accord. Dont notamment l'intervention d'auxiliaire ou pas, d'auxiliaire de vie. Qui sont financés. Je retraduis la question. Je suis fragile, j'ai un parcours, je reprends un peu le parcours que vous disiez, Marie. Je suis en parcours de soins, voilà, handicapé psychique. Comment je fais pour prétendre à un logement? Je regarde Marie, parce que vous avez peut-être plus de recul. En fait, toute la difficulté, c'était de se faire identifier. Parce que c'est encore des projets qui sont assez récents. Pour la plupart, nous, on a un petit peu plus d'ancienneté, mais c'est vrai que les familles nous disent toujours « mais comment ça se fait qu'on ne vous a pas connu plus tôt ?» Parce que les équipes de soins ne connaissent pas forcément aussi, n'ont pas ces réflexes-là. Donc souvent, c'est les mandataires judiciaires qui vont penser à proposer ces projets-là aux personnes concernées. Parfois des équipes de soins qui sont aussi dans les réseaux. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a des réseaux comme les plans territoriaux de santé mentale qui apprennent aux partenaires à se connaître. Donc ça améliore l'accès vers ces dispositifs-là depuis 2, 3, 4 ans, je dirais. D'accord. Et vous, Yannick, vous nous avez dit qu'il y a 2 personnes qui sont parties là, récemment. Immédiatement, il y a des personnes qui intègrent la résidence. Du coup, comme disait Marie, avant, je pense que l'habitat inclusif, c'était pas vraiment identifié. Mais du coup, force de proposition et puis de rencontrer des partenaires, les équipes de soins se rendent compte que c'est des lieux de vie hyper satisfaisants où ils se rendent compte que les personnes accompagnées évoluent. Et donc maintenant, on se retrouve plus avec d'assez longues listes d'attente, finalement. Donc oui, quand une personne quitte le logement, on peut limite dès le lendemain, si le logement est encore en état, reloger, enfin faire rentrer une nouvelle personne. D'accord. Et je suis désolé, ce que vous dites me fait penser à autre chose par rapport à Patrice. À Vivre et Devenir, on est convaincu de la question de la participation des personnes. Quel mot vous avez à dire, vous, en tant qu'habitant de la résidence? Alors peut-être pas forcément sur les personnes qui intègrent la résidence, mais par exemple sur les professionnels. Si un nouveau professionnel, je passe un peu du... Est-ce que vous avez votre mot à dire? Oui. Oui. Oui, on a notre mot à dire, oui, on nous demande notre avis, on nous demande ce qu'on en pense. Il y a même des gens qui participent au recrutement, des locataires qui participent au recrutement, qui ont leur avis à donner, qui disent ce qu'ils pensent de la personne, comment ils la sentent, le feeling. C'est la même chose à dire. Oui, on a un peu les mêmes logiques de fonctionnement sur les différentes régions, mais ça fait un petit moment qu'on a intégré les personnes concernées au recrutement, puisque c'est elles qui vivent 7 heures par jour avec les personnes qui les accompagnent. Donc c'était logique qu'elles y participent. Quand vous me voyez regarder là-bas, c'est que je regarde la pendule. La pendule avance. Une dernière question, et donc par rapport à ce que vous dites, Marie, il y a une question là qu'on nous pose. Comme vous avez aussi à Vivre et Devenir la casquette de coordinatrice nationale sur l'habitat, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des éventuels projets en perspective à Vivre et Devenir sur ce type, sur le type habitat inclusif? Donc pour l'instant, il y a 3-4 territoires qui sont plutôt assez porteurs. Donc l'Île-de-France, alors que je ne dise pas de bêtises, 93-94, où il y a des projets qui sont toujours qui sont en cours. Oui. Après, c'est le territoire de la Marne, si je ne dis pas de bêtises aussi, où il y a des projets qui se développent aussi. Sur Épernay, oui. Voilà, et je crois qu'il y a en PACA des projets très intéressants. Bon, alors ils sont vraiment à l'état de projet, mais avec une volonté de travailler avec le sanitaire sur des questions d'habitat inclusif, avec une masse ou...
Donc, ça en est qu'à l'état de réflexion, mais on sent que ça bouge. Et je vous souffle aussi les Ardennes, Charleville-Mézières. Oui, tout à fait, les Ardennes. Où on a un projet là, qui commence à voir le jour. Après, ce qui est intéressant pour terminer, c'est que finalement, on est tous en lien. Et la philosophie de l'habitat inclusif à vivre et devenir, elle est partagée par tous les territoires. En fait, il y a une logique de projet. Et voilà, c'est très intéressant. Voilà. Marie, Patrice, Yannick, merci beaucoup. Un grand merci à vous trois de vos témoignages. Merci à vous tous, merci pour vos questions. Les études qui ont été citées par Marie notamment sont disponibles sur le site de Vivre et Devenir. Et je vous donne rendez-vous le 22 septembre sur la thématique de l'école inclusive. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.